Merci pour cette introduction. Bonsoir, donc Hubert Marotte, je suis rhumatologue au CHU de Saint-Étienne, mais comme beaucoup de HU hospitalo-universitaires, j'ai également une activité de recherche que je fais au sein d'un laboratoire qui s'appelle Symbiose, qui est localisé au niveau de la faculté de médecine et qui a la particularité d'associer des gens d'école des mines, mais également des chercheurs INSERM, et j'ai la chance de co-diriger toute l'unité et d'être responsable de l'équipe qui s'occupe des pathologies osseuses au sein de cette unité. Comme beaucoup d'orateurs, je pense que j'ai de nombreux liens d'intérêt, mais au final avec à peu près tout le monde, ce qui fait que je n'ai peut-être plus de liens d'intérêt. Et je vous ai mis ici sur cette première diapositive un peu le plan qu'on va suivre. Donc il y a beaucoup de points, et vous vous inquiétez pas, n'apprenez pas ça par cœur, on va les voir les uns après les autres. Déjà, la première question, c'est qu'est-ce que le méthotrexate? Donc, je sais que vous êtes environ 80% des adhérents qui ont une polyarthrite rhumatoïde, donc vous avez tous entendu parler de ce traitement. 10% ont une spondyloarthrite axiale ou un MUSO, donc en général, ce traitement est également proposé. En revanche, pour les 10% qui ont une spondylarthrite axiale, on verra, en général, vous n'avez pas recours à ce traitement, sauf exception. Et puis je crois qu'il y a quelques lupus éventuellement ou quelques PPR, mais bon, on en parlera quand même parce que je voulais être le plus large possible. Donc qu'est-ce que le méthotrexate? Finalement, c'est ce qu'on appelle un analogue de l'acide folique. L'acide folique, c'est ce qu'on donne aux femmes enceintes pour éviter certaines anomalies. Là, la molécule a été un petit peu modifiée pour avoir des effets un peu différents. Mais il faut retenir, grosso modo, là vous voyez sur la partie gauche qu'il y a deux petites modifications avec des N qui sont un peu transformées. Et ce qui fait qu'il va y avoir une petite compétition avec les cellules sur un type de récepteur avec finalement une affinité qui est un peu plus faible et qui va expliquer l'effet du méthotrexate et qui explique aussi que l'acide folique a un certain bénéfice pour les effets secondaires. Mais on va y revenir. J'ai listé ici un peu tous les rhumatismes inflammatoires, polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme psoriasique, spondylarthrite axiale, lupus et PPR, et on va revoir au fur et à mesure finalement quelle est la place du méthotrexate dans ces différentes pathologies. Le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent, 0,5% de la population française, 1% dans le monde, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Et on a des recommandations. Je vous propose ici de voir les recommandations de notre société savante européenne qui est l'EULAR. Les recommandations françaises, finalement, ça reprend à peu près la même chose. Elles ont été présentées à notre congrès de l'ASFR en décembre, mais elles ne sont pas encore publiées, raison pour laquelle je ne vous les ai pas proposées. Mais ça ne change pas grand-chose. On apprend aux étudiants en médecine, dès qu'on fait le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, le traitement de première intention, c'est le méthotrexate. S'il y a une contre-indication méthotrexate, on peut utiliser deux autres alternatives que sont le léflunomide ou la sulfasalazine. Donc peut-être certains d'entre vous sont sous ce type de traitement. Mais c'est la pierre angulaire du traitement par méthotrexate. Après, à quelle dose on propose le méthotrexate? On a une étude française à laquelle certains d'entre vous ont peut-être participé qui s'appelle la cohorte Espoir. La cohorte Espoir, c'était dans les années 2000. On a inclus des suspicions de polyarthrite rhumatoïde débutantes et on les a suivies pendant 10-20 ans. Message principal de la cohorte Espoir, c'est le pronostic des polyarthrites rhumatoïdes n'a rien à voir si on a au moins 15 mg de méthotrexate rapidement versus si on a moins de 15 mg au début. Alors pour ceux qui ont débuté le méthotrexate il y a 25 ans, au début on ne savait pas. Donc on a peut-être commencé à 5 mg, puis votre praticien a peut-être augmenté. On a fait avec les connaissances de l'époque, mais maintenant, en 2024, et c'est vrai en 2024, mais ça sera peut-être faux en 2030, j'en sais rien. Je serai peut-être invité pour dire que je m'étais trompé. Mais juste pour dire que maintenant, on sait qu'il faut au moins 15 mg par semaine. 15 mg, c'est un comprimé et demi si vous avez la formulation à 10 mg. Je ne sais pas si certains d'entre vous continuent à prendre des comprimés à 2,5 mg, mais ça fait 6 comprimés. Ça permet de faire un peu de maths. Pourquoi 15 mg? 15 mg, bon, parce qu'on s'est rendu compte que l'évolution n'avait rien à voir si le patient avait plus de 15 mg sur 5-10 ans que s'il avait moins de 15
mg. En général, on commence par voie orale, c'est plus simple. Et on voit ici, sur la courbe de droite, que plus on donne de méthotrexate par voie orale, jusqu'à 15 mg, plus finalement il est bien absorbé et il se retrouve dans le sang. En revanche, au-delà de 15 mg, on voit qu'il y a un effet plateau. Et raison pour laquelle, quand on donne par voie injectable avec maintenant des stylos, que certains d'entre vous connaissent, c'est quand même un grand progrès. Moi, quand j'ai débuté ma rhumatologie, c'était par voie intramusculaire. C'est quand même un net progrès, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont connu, mais c'est... par voie, donc, on a des auto-injecteurs, des stylos, et là, sur la courbe que vous voyez, finalement, au-delà de 15 mg, on voit qu'il y a un delta entre la forme injectable, finalement, tout est absorbé, alors que l'absorption du méthotrexate par la bouche est très variable d'un sujet à l'autre. Raison pour laquelle, au-delà de 15 mg, on a tendance, votre praticien a tendance à vous recommander d'utiliser la voie sous-cutanée. Cette étude est celle qui nous a poussé à avoir cette attitude thérapeutique. Dans le rhume psoriasique, là encore, notre société savante européenne, avec un groupe qui s'appelle l'ASAS, bon, c'est les gens qui s'intéressent aux spondyloarthrites, nous ont pondu cette recommandation. Il y a différentes formes dans le rhume pso. Il y a une forme à prédominance axiale, on la considère comme une spondyloarthrite axiale. Il y a une forme antizytique où là d'emblée on va aller vers un traitement par biomédicament en cas d'échec des anti-inflammatoires. Mais il y a les formes polyarticulaires et les formes monoarticulaires ou oligoarticulaires. Dans la forme monoarticulaire ou oligoarticulaire, on débute par des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et si on est en échec, on va vers le méthotrexate. Alors que dans la forme polyarticulaire, on va d'emblée vers le méthotrexate. Et si ça ne va pas, on verra un peu plus tard dans la présentation. Et la dose, on a l'habitude d'aller plus haut dans nos doses cibles, qui sont plutôt de 20-25 mg, voire 30 mg dans certains cas. Et donc, raison pour laquelle, en général, on se tourne assez rapidement vers une formulation par voie injectable dans cette indication. Quid dans la spondyloarthrite axiale? On va faire simple. En première intention, on donne des anti-inflammatoires. Si ça ne marche pas, on va à un traitement ciblé, biologique ou synthétique, anti-TNF, anti-LI7 ou les fameux JAK. Mais il n'y a pas vraiment de place pour le méthotrexate en première intention. Alors peut-être certains d'entre vous le sont s'ils ont fait des uveites, des psoriasis paradoxales. Bon, mais en première intention, il n'y a pas de place au méthotrexate dans la spondyloarthrite axiale. Quid dans la pseudo-polyarthrite rhizomyélique? Donc c'est des sujets plus âgés qui débutent un rhumatisme après 50 ans, mais souvent à 70-80 ans, et qui ont une atteinte rhizos. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui ont fait du grec. Ça veut dire racine, je crois. Nos étudiants, maintenant, ils font plus de grec, ils font plus de latin, ils savent plus. Sauf si sur TikTok, ils ont l'information. Donc, ce sont des rhumatismes qui touchent les ceintures en premier, sur un mode inflammatoire, comme tout rhumatisme inflammatoire. Et là, quelle est la place du méthotrexate? Le traitement de première intention, c'est la corticothérapie. Et si on a un problème dans la désescalade de la corticothérapie, on utilise plutôt des anti-L6 récepteurs. Mais il y a une petite place pour éventuellement le méthotrexate. Ça, c'est des données... Daniel Van Dijk, je pense que vous le connaissez si vous avez une spondylarthrite, c'est un Byzantin, mais il a fait des recommandations de la société, il a mené les recommandations de la Société française de la rhumatologie sur ces PPR, et finalement il y a beaucoup de, c'est la seule recommandation où on a vraiment beaucoup de preuves pour la faire. Donc PPR, pourquoi pas le méthotrexate, mais en général on utilise plutôt les anti-IL6 récepteurs. Le lupus, on va aller assez vite parce que je pense que ça ne touche pas grand monde dans la salle, mais le lupus en première intention, c'est l'hydroxychloroquine. La diapo est en anglais, mais c'est l'hydroxychloroquine, elle est en rouge. Et si l'hydroxychloroquine ne marche pas, dans une forme peu sévère, et en général c'est dans les lupus cutaneo-articulaires, où on a un échec ou une intolérance à l'hydroxychloroquine, on peut utiliser le méthotrexate, aux mêmes posologies, avec le même raisonnement que pour la polyarthrite rhumatoïde. Donc maintenant qu'on a listé un peu toutes les étiologies dans lesquelles toutes les maladies dans lesquelles on utilisait le méthotrexate, la question c'est est-ce qu'il faut toujours prendre de l'acide folique? On voit que c'est quand même assez proche le méthotrexate et l'acide folique. Et si on en prend, pourquoi? À quelle dose et à quel moment par rapport au méthotrexate? On va essayer de répondre à ces premières questions. La première question c'est oui, systématiquement votre praticien a dû vous proposer de prendre de l'acide folique.
Pourquoi? On sait que ça diminue les nausées, ça diminue l'augmentation des transaminases, ça diminue les problèmes d'inflammation au niveau de la bouche, et vu qu'on diminue un peu tous ces effets secondaires, ben, le patient va continuer son méthotrexate. Et donc c'est un élément capital pour le bon suivi de ce traitement par méthotrexate en évitant les effets secondaires et donc le maintien thérapeutique de ce traitement. La dose, ben, si vous discutez entre vous, ben, vous allez vous rendre compte que, en fonction de votre praticien, ben, ça va de 5 mg par semaine à 25. C'est très hétérogène. Et donc, on sait très peu de choses finalement. On sait que dans des modèles, finalement, si on part de très bas en acide folique, ben, on va mieux répondre au méthotrexate que si on en a beaucoup. Bon. Mais il y a une méta-analyse qui a essayé de prendre toutes les études. Et la méta-analyse nous dit qu'il faut au moins 10 mg par semaine de méthotrexate. Donc ça veut dire 2 comprimés d'acide folique à 5 mg. Il y a des comprimés à 1 mg et des comprimés à 5 mg. Normalement, il y a un peu un consensus pour vous proposer d'emblée 2 comprimés d'acide folique quand on débute un traitement par du méthotrexate. La question d'après, c'est quand? Alors, ça dépend des écoles. Il y en a qui disent avant, 48 heures avant, il y en a qui disent 48 heures après. Il y a tout. Et dans la littérature, ben, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Prenez ce qui vous convient le mieux, écoutez bien ce que vous propose votre praticien, et puis si ça ne va pas, ben, je vous rappelle qu'on partage notre décision thérapeutique ensemble, et donc ben, il ne faut pas hésiter à discuter avec votre praticien pour savoir ce qui c'est peut-être plus simple pour vous de le prendre tel jour ou tel jour. Donc discutez-en avec votre praticien. Et puis, moi je me suis posé la question finalement, j'ai toujours trouvé le rhumatologue un peu pervers de vous proposer. Ah, c'est enregistré, il ne faut peut-être pas que je raconte trop de bêtises, mais voilà, il vous demande de prendre un traitement, il y a un peu quelque chose qui est un peu l'antidote, avant ou après. Bon. On discute avec les autres patients, ah mais moi il fait comme ça, bon. Et moi je me suis toujours posé la question, pourquoi on ne donne pas en même temps? Ce serait peut-être plus simple. Alors, on va voir ensemble, finalement, est-ce qu'on pourrait? C'est pas ce qui est recommandé, mais on se pose des questions, et c'est le but de cette présentation. Pour ça, on s'est d'abord tourné, donc ça c'est ma partie laboratoire. On a un modèle animal, on induit l'arthrite chez un petit rat. Il est tout gentil, il est tout blanc, j'aurais dû vous mettre sa photo. Quand on donne rien, il développe l'arthrite. On a des scores d'arthrite, un peu l'équivalent du DAS28, et puis on peut regarder si l'articulation gonfle, et ce sont les pattes arrière qui gonflent. Donc ça, c'est quand on fait rien. Quand on donne du méthotrexate, l'arthrite est moins sévère, c'est la courbe bleue. Quand on donne du méthotrexate avec l'acide folique le lendemain, eh ben on voit que ça marche peut-être un peu moins bien, bon, mais ça marche quand même. Et si on donne en même temps, ben c'est à peu près pareil. Après, est-ce que l'homme est un rongeur? Non. Tous les deux sont des mammifères, mais bon, il y a certainement la physiologie n'est pas identique. Le rongeur, il grandit tout le temps. Nous, on arrête de grandir une fois qu'on a eu notre puberté. Donc, on ne peut pas appliquer ça texto chez l'homme. Mais malgré tout, pour aller plus loin, on s'est dit, voilà, est-ce que c'est juste un délire du professeur Marotte, ou est-ce que c'est une question que se posent les patients? Bon, moi, j'ai interrogé mes patients, mais il y a forcément un biais. Ils me disent oui, c'est important. Mais du coup, on s'est tourné vers l'AFP ERIC, et je remercie les responsables de l'AFP ERIC à qui on a proposé ce projet et qui ont adhéré à ce projet. Également, la société Sanoya qui a permis de gérer un peu tous ces formulaires. Et ça a été présenté en poster à l'ELAR, et ça sera présenté à notre congrès de rhumatologie. Ça avait fait l'objet d'une communication orale aussi au congrès d'Aix-les-Bains, qui est le congrès le plus ancien de rhumatologie en France. Ça a été fait par Madame Dalix, qui était étudiante en thèse, et à force, elle s'est passionnée, et du coup, maintenant, elle est en 2e année de médecine. Et donc, la question, c'était, est-ce qu'il y a vraiment une utilité? Est-ce que c'est plus simple de donner en même temps le méthotrexate et l'acide folique? Donc, on a fait une étude auprès de vous. On a eu une enquête qui a été mise en ligne pendant quelques dizaines de jours, et on a obtenu 1238 réponses. Alors, on a fait... Pardon? Je dis bravo
Donc, merci à vous d'avoir répondu, et ça montre le dynamisme des adhérents que vous êtes de cette association, et je pense que mes collègues vont peut-être solliciter de plus en plus, parce que ça permet d'avoir des réponses assez rapidement. Après, il faut les analyser, mais bon, j'étais impressionné. Donc, encore une fois, merci. On a fait un peu de tri parce que tout le monde n'avait pas une polyarthrite, tout le monde ne prenait pas du méthotrexate, mais au final, on avait quand même 967 réponses analysables. Premier élément, quand on fait ce type d'études, est-ce qu'on a bien les caractéristiques de la population? Oui, majorité de femmes. Après, les femmes sont peut-être plus... on sait que la polyarthrite rhumatoïde touche plus les femmes que les hommes, et puis elles sont peut-être aussi plus sensibles à ce type d'intervention. Je pense que dans la salle, il y a une grande majorité également de femmes par rapport aux hommes. Et puis, la pyramide des âges, on sait que la polyarthrite rhumatoïde, en général, ça touche la femme de 50 ans. Mais on voit que l'âge moyen est de 62 ans. Bon, c'était attendu. Et puis, depuis quand vous preniez le traitement par méthotrexate? Finalement, c'était des polyarthrites rhumatoïdes d'âge moyen 62 ans. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait environ 10 ans d'évolution. Et c'est ce qu'on retrouve, puisque quasiment 50%, vous étiez quasiment à 50% avec un suivi de plus de 10 ans de votre traitement par méthotrexate. Est-ce que la question d'après, c'était combien de fois preniez-vous l'acide folique par semaine? La grande majorité, c'est une fois par semaine. C'était 86%. Il y en avait 1,2% qui prenaient moins d'une fois par semaine. Bon, beaucoup d'oubli. Et puis certains le prenaient quasiment tous les jours. C'était 2,3%. Donc la grande majorité, une fois par semaine. Et puis, finalement, est-ce que vous oubliez l'acide folique? Est-ce que ça vous arrivait de l'oublier? On était entre 15 et 20%. Et quand on regarde en fonction de l'ancienneté de la prise du méthotrexate, on voit que plus dans les traitements qui étaient initiés entre 0 et 2 ans, on voyait qu'il n'y avait que même pas 15% qui oubliaient le traitement, alors que plus on avait une ancienneté du traitement, plus on a tendance à oublier l'acide folique. C'est comme ça. Après, la fréquence d'oubli de prise de l'acide folique. Finalement, elle était indépendante de la durée d'évolution. Donc là, j'oublie de temps en temps de prendre mon acide folique. Donc c'était que 247 patients qui avaient cet oubli de temps en temps. Et finalement, c'était assez faible. Et il n'y avait pas d'effet temps de prise du méthotrexate dans la fréquence de l'oubli. Après, est-ce que quand on oublie de prendre son traitement, est-ce qu'il y a plus de nausées? La réponse était... Est-ce que vous avez des troubles digestifs quand vous prenez le méthotrexate? Et donc là, il y avait quand même quasiment la moitié. Vous êtes quasiment la moitié à avoir des troubles digestifs après prendre votre méthotrexate. C'est quand même important. Et donc, voilà. Et donc là encore... quand on regarde le pourcentage, il est stable au cours du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si c'est vraiment insupportable, le traitement est arrêté et vous êtes traité par d'autres choses, un biomédicament ou les phénomides ou la sulfasalazine, mais ça reste quand même un problème. Et quand on regarde finalement si les gens qui ont des nausées oublient ou pas l'acide folique, il y a quand même quasiment un tiers qui oublie de prendre leur acide folique. Donc ce tiers-là, peut-être s'il y avait une prise d'acide folique, peut-être qu'il y aurait moins de nausées. Et quand on regarde la tolérance méthotrexate sur l'ensemble, oubliant l'acide folique, il y a quand même la moitié qui ont des nausées. Et puis l'augmentation des nausées liées à l'acide folique, grosso modo, c'est plus important au début du traitement. C'est-à-dire au début du traitement, si vous oubliez votre acide folique, vous avez plus de nausées. Et là encore, il y a un biais de sélection. Si vous êtes trop nausé, vous allez l'arrêter. Et donc ce pourcentage diminue au cours du temps parce que le traitement par méthotrexate a certainement été arrêté chez eux qui ne supportaient pas les nausées alors qu'ils oubliaient leur acide folique. Tout ça suggère que c'est bien de prendre l'acide folique et il faut trouver un moyen pour simplifier la prise
d'acide folique. Et donc là, c'était la question, c'est chez ceux qui prenaient l'acide folique plusieurs fois par semaine, est-ce que vous trouviez que c'est plus simple de prendre une seule fois? Ben, la réponse est un tiers, un peu plus d'un tiers trouve que ça serait plus simple de prendre une seule fois. Après, je vous rappelle que en moyenne, la moitié des patients avaient plus de 10 ans de suivi. C'est dur de changer des habitudes, qu'on en a pris un rythme. Donc je pense pour ça aussi que on a une faible proportion de patients qui seraient d'accord de changer, qui trouvent plus facile de modifier leur pratique alors qu'ils ont cette pratique quand même depuis une dizaine d'années. Et puis, la question, est-ce que vous trouverez ça plus simple de prendre méthotrexate et l'acide folique le même jour? Là, finalement, on n'a que même pas 20%, enfin 30% qui trouvent que ça serait plus simple. Là encore, vous avez pris des habitudes, votre rituel de prise, et donc, bon. Mais malgré tout, vous êtes quand même 30% à dire que ça serait plus simple. Et puis, vous êtes quand même 64%, donc 2 tiers, à dire que vous serez prêt à participer à une étude clinique qui vise à valider cette pratique. Et là, c'était un peu la bonne surprise. Et puis, bon, voilà, c'est le même chose. Donc, conclusion de cette étude. Bon, la majorité des patients étaient sous méthotrexate depuis plus de 10 ans, avec une prise d'acide folique une fois par semaine. Et puis surtout, 2 tiers d'entre vous seraient d'accord de participer à une étude qui vise à voir que ça simplifierait peut-être la modalité de prise. Donc maintenant, on se bat pour essayer d'avoir des financements pour faire cette étude. Mais le message qu'il faut retenir actuellement, ne ressortez pas de la salle en disant je vais prendre en même temps. Continuez à suivre bien la prescription de votre praticien. D'accord ? La règle reste de prendre, alors je ne sais pas, votre praticien, vous avez peut-être demandé de le prendre en même temps, ça m'étonnerait, mais la règle c'est prenez-le à distance et maintenez votre schéma thérapeutique actuel. Après, s'il y a une étude qu'on arrive à mettre en place, pourquoi pas y participer. Après, quand je débute mon traitement par méthotrexate, c'est quel est le bénéfice attendu et en combien de temps? Donc là, je vous ai repris une étude qui a comparé l'étanercept, qui est un anti-TNF, avec le méthotrexate dans la polyarthrite rhumatoïde. On voit que c'est les petits ronds blancs. On voit que ça marche quand même moins rapidement qu'un anti-TNF. Et on voit que finalement, on a un plateau qui apparaît autour de 3 mois. Donc le méthotrexate, ce n'est pas une Ferrari, c'est un diesel. Il faut du temps pour que ça marche. Et dans cette période, c'est là où votre praticien vous propose de prendre des anti-inflammatoires, voire une corticothérapie. Ou quand vous faites une poussée, votre praticien vous propose éventuellement de prendre une corticothérapie pour le temps que l'adaptation du traitement soit efficace. Quand on adapte le traitement par méthotrexate, il y a un délai, 6 semaines, 3 mois. Avec un biomédicament ou un traitement ciblé, ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est ce que vous ressentez. Mais il y a aussi ce qui nous préoccupe, nous, peut-être un peu plus, mais vous également, mais c'est ce qu'on appelle l'évolution du score de Sharp, l'absence de nouveaux dégâts structurels qui va être lié à l'handicap à terme si on n'arrive pas à obtenir ce résultat. Il faut savoir que le méthotrexate marche sur cet élément et a démontré son efficacité dans la polyarthrite rhumatoïde. Quels sont les effets secondaires? Sont-ils courants? Peut-on les atténuer? Donc on a vu dans l'enquête qu'on a fait avec l'AFPIRI que finalement il y avait 50% d'entre vous qui avaient des nausées. Mais qu'est-ce qu'on a comme données dans la littérature? Finalement, on a très peu de données parce que quand on fait un essai thérapeutique, en général le critère de jugement principal c'est démontrer qu'on marche par rapport à une autre attitude, par rapport au gold standard actuel. Donc on essaie de démontrer qu'on fait mieux que les traitements qu'on a couramment. Et donc, les effets secondaires, c'est un critère secondaire, c'est un critère de jugement secondaire, donc c'est pas... Et finalement, on manque de data avec suffisamment de patients pour avoir des données fiables. En revanche, il y a une étude qui s'appelle l'étude CIRT, qui a été faite dans un tout autre domaine que la polyarthrite rhumatoïde ou les rhumatismes inflammatoires. C'était pour essayer de démontrer si le méthotrexate permettait d'éviter des événements cardiovasculaires. Mais malheureusement, dans le design de l'étude, il n'y avait pas de syndrome inflammatoire biologique. Alors qu'avec un biomédicament, ils avaient fait ça avec un
Ils avaient fait ça avec un anti-IL1. Ils avaient démontré que si on normalisait l'IL1, il y avait moins d'événements cardiovasculaires, il y avait moins de cancer. Donc là, ils ont fait la même étude avec le méthotrexate, mais il n'y avait pas de syndrome inflammatoire. L'étude est négative, mais s'il n'y avait pas de syndrome inflammatoire, je pense que c'était un peu couru d'avance. La diapositive là est lisible, on zoome. Premièrement, est-ce qu'il y a plus d'effets secondaires avec le méthotrexate qu'avec le placebo? La réponse est oui, il y en a plus. Je pense qu'on enfonce une porte ouverte. Deuxièmement, est-ce qu'il y a plus d'infections avec le méthotrexate qu'avec un placebo? La réponse est oui, il y a plus d'infections avec le méthotrexate. Mais il y en a beaucoup moins que si vous aviez une corticothérapie au long cours. Donc oui, mais du coup, il faut que les vaccins courants soient proposés. Et si vous avez des signes infectieux, je vois que certains sont masqués dans la salle, ben, protégez-vous. Et puis s'il y a des gens autour de vous qui toussent, ben, protégez-vous. C'est un peu le bon sens. Et la pandémie de 2020 nous l'a rappelé. Est-ce qu'il y a des troubles intestinaux? La réponse est oui. Mais là, on est bien loin des 50%. On est à 7% dans le groupe méthotrexate versus 6%. Bon, c'est statistiquement significatif. Donc, il y a quand même plus d'effets digestifs sous méthotrexate. Et là, la solution, c'est l'acide folique. Est-ce qu'il y a plus de troubles neurologiques? Il y a des vieilles datas qui nous disent qu'il y a peut-être plus de problèmes neurologiques. C'est rapporté avec les flunomides, bon, mais il n'y a rien de bien net. Là, avec 2000 patients dans chaque bras, c'est clair, il n'y a pas plus de problèmes neurologiques avec le méthotrexate. Est-ce qu'il y a plus de cancer avec le méthotrexate? La réponse est, ça dépend des cancers. Tout cancer, entre guillemets vrai cancer, cancer du sein, cancer de prostate, cancer du poumon, la réponse est non. En revanche, baso- et spinocellulaire, la réponse est oui. C'est une donnée qu'on avait appris avec l'utilisation des anti-TNF. On disait attention, les anti-TNF, ça favorise. Oui, c'est vrai, mais c'est peut-être lié aussi à l'utilisation du méthotrexate. Le méthotrexate a sa part de responsabilité. En pratique, qu'est-ce qu'on fait? Si il y a on peut essayer d'avoir un rendez-vous systématique chez un dermatologue tous les ans. Bon courage. En revanche, s'il y a des lésions cutanées, si on a un phototype clair, qu'on s'est beaucoup exposé au soleil, entre guillemets, on peut opposer l'agriculteur et le col blanc. Si on s'est beaucoup exposé au soleil avec un phénotype clair, s'il y a des nouveaux boutons, il faut vite aller voir un dermatologue. D'accord? Même si vous êtes au col blanc, s'il y a des nouveaux boutons, on va voir un dermatologue quand on a un rhumatisme inflammatoire. Et là, l'acide folique n'intervient pas. Quid des stomatites, de l'inflammation de la bouche? Là encore, il y en a plus. La solution, c'est l'acide folique. Quid perte de poids? Ben oui, on perd peut-être un peu plus de poids sous méthotrexate. Bon, c'est lié aux troubles digestifs, peut-être aux nausées. Bon, c'est statistiquement significatif. Est-ce que c'est cliniquement pertinent? Je ne sais pas. L'acide folique, ben, en prévenant les troubles digestifs, devrait prévenir cette perte de poids. Quid des augmentations importantes des transaminases à plus de 3 fois la normale? Ben oui, c'est le cas. Mais quand on regarde les chiffres, ce n'est pas non plus aussi important que ce qu'on voit dans notre pratique courante. Et je trouve que donc l'acide folique permet de diminuer ça. Mais dans notre pratique courante, je trouve que très souvent, quand on observe ça, il faut vraiment être sûr qu'il n'y ait pas une surconsommation d'anti-inflammatoires ou une surconsommation de paracétamol. Parce que dans ma pratique, je trouve que c'est souvent quand le patient ne va pas bien, et quand il ne va pas bien, ben, il prend à juste titre des antalgiques. Mais il faut vraiment rechercher, le message que moi je fais passer aux internes, c'est rechercher bien qu'il n'y a pas des petits signes de poussée. Et pour ne pas arrêter finalement un traitement qui marche, il faudra peut-être augmenter plutôt que de l'arrêter pour dire que c'est un effet secondaire. Et est-ce qu'il y a des baisses des globules blancs? Oui, il y en a avec le méthotrexate. Là encore, ça passe par l'acide folique. Et donc, une grande partie des effets secondaires sont diminués par l'acide folique. Mais l'acide folique, dans cette étude, était donné à 10 mg par semaine. Donc, ce n'était pas suffisant. Et peut-être, dans cette situation-là, personnellement, si 10 mg par semaine n'est pas suffisant, j'ai tendance à proposer 25 mg par semaine, un comprimé par jour, sauf le jour et le lendemain de la prise du méthotrexate. Mais discutez-en avec votre praticien. D'accord ? On avance et je pense qu'on va respecter le délai. Ah non, j'ai plus que 30 secondes, pardon. Alternative au méthotrexate dans la polyarthrite rhumatoïde, ben ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait?
Il n'y a pas de facteur de risque pour une polyarthrite rhumatoïde sévère, il n'y a pas de dégâts articulaires, il n'y a pas de facteur rhumatoïde, il n'y a pas d'anti-CP. Bon, on propose les flunomide ou la sulfasalazine. Il y a la présence de ces facteurs de sévérité. On ajoute au méthotrexate un traitement ciblé, biologique ou synthétique. Dans le rhume-pso, on va rajouter également un traitement biologique, synthétique ou biologique. Dans la PPR, on va utiliser un anti-IL6 récepteur, si on ne l'avait pas fait avant. Et dans le lupus, on a un arsenal large maintenant, avec surtout maintenant le belimumab qui est arrivé. La question qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi, enfin que vous nous posez souvent, c'est pourquoi on associe le méthotrexate quand on a un traitement ciblé, une biothérapie. On a quatre grands principes. Un, quand on regarde les études méthotrexate versus anti-TNF seul, il y a un petit écart en faveur de l'anti-TNF, mais c'est la combinaison des deux qui fait que ça va nettement mieux. Donc c'est pour ça qu'on garde le méthotrexate, qu'on ajoute, alors que le méthotrexate ne marche pas suffisamment. C'est le fait d'ajouter qui fait que ça va vraiment aller très bien. Pourquoi ? Il y a on tape sur 2 cibles différentes. Et puis on sait aussi que sur le maintien thérapeutique, le méthotrexate va permettre de prévenir l'apparition d'une immunisation vis-à-vis du biomédicament. Un biomédicament, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans notre organisme. Notre organisme, on a comme notre système immunitaire va réagir en se défendant, en créant des anticorps contre le traitement. Et donc, c'est le fait que le méthotrexate prévient cette immunisation. Il faut aussi bien optimiser la dose du méthotrexate, bien aller à 25 mg par semaine. Et ça permet un bon contrôle de la progression de la maladie. En conclusion, le méthotrexate, ça reste la pierre angulaire de la majorité des rhumatismes inflammatoires. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur traitement en termes de balance bénéfice-risque. Et la tolérance, elle est augmentée par l'utilisation de l'acide folique. Et après, reste en suspens une question. Quel est le meilleur timing de prendre l'acide folique par rapport au méthotrexate ? Et je voulais encore une fois remercier les organisateurs de ce salon, les industriels qui permettent l'organisation de ce salon, et vous tous pour votre participation à la fois à l'étude et à l'audition de ce topo. Je vous remercie. Merci Monsieur Marotte pour ce panorama très très complet et des perspectives aussi. Avant de passer la parole à la salle, je vais vous poser une question parce que je sais qu'elle revient souvent parmi les malades. Le méthotrexate est-il, oui ou non, une chimiothérapie ? Alors, tout dépend de la dose qu'on utilise. Le méthotrexate, initialement, c'était un traitement utilisé en chimiothérapie, mais pas aux doses qu'on utilise en rhumatologie. C'est à des doses beaucoup plus importantes. Donc, oui, ça fait partie des traitements type chimiothérapie, mais aux doses qu'on utilise, ce n'est pas une chimiothérapie. Et aux doses qu'on utilise, on considère que c'est un traitement immunomodulateur. Donc, oui, non. Mais à la base, c'était développé en cancérologie, mais on l'utilise à des doses beaucoup moindres, donc ce n'est pas une chimiothérapie. C'est bon ? Et donc, vous avez bien précisé que du point de vue du risque infectieux, il est même moins important, et ça c'est quand même je le reviens dessus, que le risque infectieux avec le méthotrexate est moins élevé qu'avec la cortisone quand elle est à dose supérieure à 10 mg par jour, c'est ça ? Ah non, même 5 mg par jour. Même 5 mg par jour. Et en 2024, je crois que le message c'est pour un rhumatisme inflammatoire débutant, il faut avoir l'objectif de 0 corticothérapie. Après, certains d'entre vous peut-être sont sous 5 mg de corticothérapie depuis 10 ans, et c'est là où on a franchement du mal à vous sevrer. Et ça sera très compliqué. Mais même si on baisse à 4, même si on baisse à 3, c'est toujours mieux. 1 pour le risque infectieux, 2 pour le risque cardiovasculaire, et 3 pour le risque de fragilité osseuse. Et le métaux, donc, le risque est moins grand que... Le risque est moins grand, et même on parle souvent du risque des biomédicaments, du risque infectieux des biomédicaments. Dans tous les registres qu'on a, oui, il y a peut-être un risque lié aux biomédicaments, mais il est d'autant plus important qu'il y a une persistance d'une corticothérapie. Donc c'est vraiment pour ça que l'objectif, c'est 0 cortisone. Après, sortez pas d'ici en disant j'ai 5 mg, j'arrête. Vous en discutez avec votre praticien,
Et si vous êtes sous 5 mg et que votre praticien n'a pas réussi à baisser, ben, restez à 5 mg. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Alors maintenant, je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai une question sur le rapport méthotrexate et acide folique. Quand on commence à avoir des effets secondaires délétères, en particulier sur le foie, est-ce qu'il vaut mieux baisser le méthotrexate ou est-ce qu'en fait, augmenter l'acide folique pourrait être aussi une solution? Comment on fait? Comment ça se négocie, ça? Ça se négocie avec votre praticien. Il faut partager la décision avec votre praticien. Premièrement, il faut aussi souvent rechercher, être sûr qu'il n'y ait pas une pathologie hépatique sous-jacente. Et le méthotrexate permettrait de la révéler. On avait fait une étude quand j'étais à Lyon avec Pierre Musek. On avait fait des biopsies hépatiques à des patients qui avaient comme ça des transaminases qui augmentaient. Et la conclusion, c'est que très souvent, il y avait un foie stéatosique. Donc ça avait un foie gras. Donc c'est quelqu'un qui était en surcharge pondérale. Deuxièmement, il y avait souvent une pathologie auto-immune qui touchait la pathologie auto-immune touchait le foie. Et de temps en temps, le méthotrexate était incriminé. Donc en pratique, moi, qu'est-ce que je fais? Mais encore une fois, il faut en discuter avec votre praticien. Face à cette situation, tout dépend. Si c'est une évaluation supérieure à 5 fois la normale, là se discute l'arrêt. Mais si c'est que 3 fois la normale, on baisse la posologie classiquement du méthotrexate. Et puis après, moi j'augmente la posologie d'acide folique jusqu'à 25 mg par semaine. Et puis après, si besoin, je augmente le méthotrexate. Il n'y a pas de consensus sur la pratique. Je vous donne mon expérience, mais il faut la partager avec votre praticien. Une autre question. Bonjour. Je vous remercie pour vos explications. Moi, ma question ne concerne pas l'acide folique, mais est-ce que vous auriez des retours, des études ont-elles été faites sur l'interaction du méthotrexate sur les médicaments antidiabétiques? Alors, le méthotrexate se fixe sur l'albumine, et notamment certains antidiabétiques oraux peuvent se fixer sur l'albumine. En pratique, quand il y a ce type d'interaction, par exemple si on débute un traitement antidiabétique oral avec en général, il y a peut-être un risque d'une surefficacité du méthotrexate. Et donc, il faut, normalement, votre praticien vous propose une prise de sang régulière. La toxicité vient rarement du jour au lendemain, s'installe. Donc, on voit les choses se dégrader et on adapte la posologie du méthotrexate. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Encore faut-il que les prises de sang soient bien faites. Et combien de patients on voit alors qu'ils vont bien une fois par an et avec une prise de sang juste faite la veille en disant regardez sur mon téléphone, je l'ai faite quoi. Mais je pense qu'il y a quand même un besoin de faire une surveillance régulière. Là encore, il n'y a pas de consensus. Personnellement, nous on fait tous les 3 mois, mais il n'y a pas de consensus sur le rythme. Surtout si tout va bien, pourquoi je vais faire une prise de sang? Mais bon. Une autre question ici? Oui. Quand on prend le métaux et qu'on prend l'acide folique 48 heures avant, si on oublie par exemple, moi j'ai oublié de le prendre ce matin, comment on fait pour le décalage? Est-ce qu'on décale le métaux ou on repasse à la... Comment ça se passe? Moi je vous encourage à avoir 48 heures. Moi je vous encourage à avoir un rythme régulier de prise. Oui, mais quand on oublie. Prenez bien votre méthotrexate à la date où vous le prendre. Et si vous l'oubliez, enfin si vous vous rendez compte que vous l'avez oublié dans les 48 heures. Non, l'acide folique. Déjà, je le prends avant. Donc vous avez oublié de prendre votre acide folique, c'est ça? Oui. Prenez votre métaux au jour où vous devez prendre le méthotrexate. Et moi personnellement, je vous conseillerais de prendre l'acide folique 48 heures après, cette semaine-là. Ah, de décaler. Cette semaine-là. Et en revanche, reprenez votre rythme habituel avant. Et je vais faire du prosélytisme pour l'application e-boot que vous avez peut-être. Voilà, c'est une aide pour éviter les oublis. Après, vous pouvez vous mettre des rappels sur votre téléphone. Voilà, mais utilisez ce type d'outils. Oui. Certains préfèrent leur tableau de bord sur leur réfrigérateur. Je n'ai pas de préférence. Je veux juste que les choses soient bien prises. Oui. Et deuxième question, après plusieurs années de prise de métaux, est-ce qu'on doit continuer les prises de sang? Après plusieurs années de prise de métaux. Là encore, il n'y a pas de consensus. Personnellement, je préconise toujours des prises de sang régulières. Ça permet de savoir... tous les combien?
Nous, dans notre pratique, on recommande tous les 3 mois. C'est peut-être Ah, excessif, d'autres praticiens font certainement moins. Oui, Mais parce qu'il ne me le demande pas tous les 3 mois, hein, lui. Après, Même, encore une fois, il n'y a pas de consensus. Nous, c'est ce qu'on préconise à Saint-Étienne pour avoir une attitude globale pour tout le monde. Voilà. Les recommandations sont certainement plus légères, mais voilà. Après, c'est pas une faute d'en faire moins. Après, c'est surtout important d'avoir, si ça va pas, faire une prise de sang pour savoir pourquoi ça va pas. D'accord. Il y a une question là-bas au fond aussi. Bonjour. Je m'interroge toujours sur la question du dosage de l'acide folique, parce que ici même, il y a 2 ou 3 ans, un de vos confrères nous avait dit que finalement, jusqu'à 15 mg de métaux par semaine, il ne fallait pas prendre plus de 5 mg d'acide folique sous peine de pénaliser l'action du métaux. Là, vous nous parlez jusqu'à 25 mg. Moi, j'ai baissé personnellement. J'en ai parlé à ma rhumato qui m'a dit oui, ok, c'est bon. Alors, que fait-on? Clairement, il n'y a pas de consensus sur ce sujet. Il y a une méta-analyse qui suggère que c'est bien de prendre 10 mg par semaine. Après, si plus on met d'acide folique, peut-être que le méthotrexate sera moins efficace. Mais si à 25 mg de méthotrexate, vous allez bien et que vous prenez 25 mg d'acide folique, moi, je ne vois pas de problème. Moi, ce que je veux, c'est que quand ça ne va pas, on augmente la posologie de méthotrexate jusqu'à obtenir la bonne posologie pour vous. Après, ce que je veux, c'est que ça soit bien toléré. Et s'il faut qu'on augmente l'acide folique en parallèle, il n'y a pas de souci. On suit. Mais je ne parle pas avec un dogme en disant, il y a... Après, en pratique, après, ce que je vais vous dire est forcément biaisé, mais il y a un nombre important de patients qui prenaient 15 mg de méthotrexate alors qu'ils faisaient 50 kg et on ne peut pas dépasser parce qu'il y a le fameux 0,3 mg/kg en pédiatrie, mais chez l'adulte, on peut aller jusqu'à 25 et ça se passe bien. On fait bien les prises de sang régulièrement et ça se passe bien. Après, est-ce qu'on a des données qui suggèrent qu'en effet l'acide folique, si on donne 25 mg d'acide folique, ça marche moins bien que si on donne 5? Peut-être, mais si vous le supportez mieux, pourquoi se priver? Voilà, c'est une attitude plus pragmatique qu'un dogme qui dit voilà, il ne faut pas dépasser. Je ne sais pas qui a raison. Moi, ce que je veux, c'est que vous preniez bien votre traitement parce que vous le supportez bien. Et du coup, vous irez bien. Voilà. Oui, donc Une dernière question. Oui, j'ai une question. Bonsoir, moi j'avais juste une question. J'aurais aimé savoir qu'en est-il de la prise d'antibiotiques ou d'infections avec la prise de méthotrexate. Faut-il suspendre lors d'opérations ou lors de prise d'antibiotiques? Alors, très bonne question. Là encore, il n'y a pas vraiment de consensus. Mais bon, après, il y a infection et infection. Infection, le patient est en réa, pas de méthotrexate. Infection, vous êtes hospitalisé avec des antibiotiques en IV, pas de méthotrexate, on suspend. Vous avez une petite angine, vous prenez 48 heures d'amoxicilline, il n'y a pas de contre-indication, vu le nombre de patients qui prennent le méthotrexate et l'amoxicilline, on aurait vu des problèmes. Si c'est juste une simple angine et vous prenez votre méthotrexate. Quid pour les vaccins? Un vaste débat. Si on se base sur ce que nous disent les données des études, il y a des études qui nous disent que après une vaccination, si on suspend le méthotrexate pendant 1 semaine ou 2 semaines, on aura une meilleure réponse vaccinale. Bon. Personnellement, je ne dis pas ça à mes patients. Pourquoi? Le delta de la réponse vaccinale, elle est certes statistiquement significative, mais elle n'est peut-être pas cliniquement pertinente. On n'a pas de données comme quoi les gens font moins d'infections. Deuxièmement, je trouve que c'est un message pas bien pour les patients. Donc moi, personnellement, je ne le recommande pas. Après, suivez les recommandations de votre praticien. Voilà. Je vous dis, les recommandations de la Société savante, c'est on suspend 15 jours. Personnellement, je ne le fais pas. Enfin, je ne le recommande pas à mes patients. Parce que je trouve qu'on commence à dire d'arrêter et après, c'est la porte ouverte, on arrête pour tout. Voilà. Quid durant une intervention chirurgicale? Là encore, on n'arrête pas.
Certains orthopédistes, notamment de la main, trouvent que ça retarde la cicatrisation, donc ils veulent qu'on suspende une semaine. Bon, c'est pas une semaine non plus qui va... on sait que quand on suspend le méthotrexate une semaine dans le cadre d'une vaccination, il n'y a pas plus de poussée. Donc pourquoi pas? Mais là encore, ça se discute avec le chirurgien. Très souvent, il ne sait pas, l'anesthésiste ne sait pas, et on n'arrête pas, et ça se passe bien. Mais si le chirurgien veut absolument, bon, on ne s'oppose pas. Le but, c'est que vous soyez opéré s'il faut que vous soyez opéré. Et si c'est un désir du chirurgien, le chirurgien a toujours raison, vous savez bien. Et tout se passe toujours très bien. Merci, professeur Marotte. Je crois que vous avez répondu vraiment à beaucoup des questions des participants et même à leurs inquiétudes. Et merci pour votre participation à la fois à l'étude et à votre nombreuses questions.